Christelle. Je dois présenter, je peux dire ça. Alors, Christelle, c'est une jeune professeure de l'Ouest de la France qui a énormément travaillé dans notre groupe et qui a fait en particulier le répertoire des écoles de chirurgie. Je lui ai demandé beaucoup de ténacité et je la remercie d'avoir joint pratiquement tout le monde et qu'on ait à la fin un bilan de l'existant. C'est cet existant qui est extrêmement disparate, mais à partir duquel on va construire quelque chose de plus solide. Bonjour Christelle. Tout le monde attend avec impatience ta présentation qui s'appelle Former aujourd'hui les opérateurs de demain, état des lieux et défis, et on verra qu'ils sont nombreux, des écoles de chirurgie. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et merci à tous de me permettre de parler aujourd'hui au nom du groupe de travail de l'École de chirurgie qui a travaillé beaucoup cette année sous du coup l'impulsion de l'Académie nationale de chirurgie. Alors, je vais faire des rappels qu'on a tous, hein. C'est que former les opérateurs de demain, c'est une nécessité pour la formation initiale, mais également pour la formation continue du fait du progrès des technologies et du changement de pratiques continuelles, qu'il y a de plus en plus d'internes et donc une nécessité de formation en dehors en fait, du bloc opératoire et notamment du coup en simulation. Mais effectivement, vous verrez qu'il y a des défis administratifs et financiers sur cet état des lieux, mais quand même, on a des projets d'avenir qui sont assez motivants. Alors, l'école de chirurgie, on a discuté tous ensemble et on l'a vraiment défini comme un espace de formation, d'innovation, de recherche, de formation dédié aux pratiques chirurgicales, mais pas que, également interventionnelles, avec une formation structurée, une innovation technologique, une recherche appliquée, des collaborations entre disciplines et tout ça adossé à une faculté de médecine qui, comme vous le verrez, dans cet état des lieux, joue un rôle majeur. Alors, pour ce travail, on a envoyé des questionnaires informatisés à tous les responsables d'écoles de chirurgie. Alors, ce n'est pas forcément toujours simple de les trouver. Beaucoup ont des sites internet, enfin beaucoup, certains. Et ensuite, on a fait pas mal de bouche à oreille. Et du coup, je remercie chaque personne voilà, de ce groupe d'avoir fait du bouche à oreille et puis aussi d'être passé par du coup des universitaires, les doyens, les responsables de laboratoires d'anatomie. Et du coup, une méthodologie qui était assez simple, c'est d'avoir pris toutes les villes dotées d'une faculté de médecine et d'avoir appelé, enfin, ou envoyé des mails aux doyens, aux responsables du laboratoire. Alors, certains responsables de laboratoires d'anatomie m'ont d'emblée déclaré qu'il n'y avait pas d'école de chirurgie chez eux. C'était Amiens, Strasbourg et La Réunion qui ont d'ailleurs été, voilà, m'ont dit qu'ils étaient très curieux d'avoir les résultats parce qu'ils voulaient se structurer en école de chirurgie. Alors, on a eu 100% de réponses et donc on a identifié 27 écoles de chirurgie. Elles ont toutes répondu à un questionnaire entre janvier et juin de cette année. Et donc, finalement, on a une couverture assez exhaustive du paysage français de la formation chirurgicale au sein des écoles de chirurgie. Les voici. Et vous voyez qu'elles sont réparties de manière assez homogène du nord au sud, de est à ouest avec ici donc toutes les écoles de chirurgie. Sachez que vous pouvez remarquer que j'ai rajouté ici une école de chirurgie privée Skylab, l'IRCAD, GEPROMED. Et puis, j'ai également eu, via professeur Laurent Janser, des informations sur l'école du Fer-à-Moulin, même si on sait que ça va switcher et j'ai hâte d'entendre Monsieur Timsit sur le sujet. Donc, ces 27 écoles de chirurgie, elles ont des dates de création qui sont extrêmement différentes. Parmi les doyennes, on a l'école de chirurgie de Nancy, qui est une des plus âgées, 2004-2006. Et puis, ce qui est assez encourageant, c'est de voir qu'il y a des écoles de chirurgie qui sont assez nouvelles, celle d'Angers, 2024-25. Et donc, il y a une vraie émulation, une vraie envie. Je vous ai parlé de ces trois personnes qui veulent créer des écoles de chirurgie. Et donc, on voit qu'il y a un besoin pour la formation. Alors, on s'est intéressé à plusieurs questions, notamment quel était le statut et l'organisation de ces écoles de chirurgie.
Alors, on a regardé leur statut, on leur a posé la question de leur statut administratif, juridique, pour essayer de voir s'il y avait une sorte de protection institutionnelle, d'intégration, de cadre réglementaire et de documents formalisant des partenariats. Alors, concernant le statut administratif, voici ce que l'on constate. On constate qu'il y a 40% des écoles qui ont un statut, donc 12 écoles sur 27 et 11 et parmi elles, donc 90% d'elles, donc 41% de toutes les écoles, déclarent avoir un document formalisant leur fonctionnement et leur mission qui sont du coup qui sont, euh, qui sont bien stipulées. Alors, au niveau, où est-ce que ça s'intègre? Souvent, c'est le service commun de la faculté, dans le cadre d'une plateforme de formation UFR Santé, en convention avec le CHU ou l'INSERM, dans des départements d'anatomie ou avec une double appartenance fac, groupement d'intérêt économique, par exemple. On s'est également intéressé au modèle de gouvernance. Est-ce qu'il y avait une gouvernance purement universitaire, facultaire, ou hospitalière, ou mixte, pour voir en fait comment est-ce que ça s'organisait. Et finalement, on voit en fait une différence dans toutes ces écoles, avec quand même une majorité d'écoles de chirurgie qui sont gouvernées uniquement par la faculté de médecine. Donc ça, c'est pour 16 écoles de chirurgie. On voit qu'il y a une gouvernance mixte CHU faculté de médecine dans 18,5% des cas, donc pour 25 écoles. Et il y a des rattachements au CHU pour très peu d'écoles. On note un groupement d'intérêt économique, c'est à Nancy, et deux groupements d'intérêt scientifique. Les liens avec le CHU sont hétérogènes. Il y a souvent des collaborations, dans 44% des cas, mais elles sont informelles. Il y a des accords officiels avec des conventions dans 40% des cas. Et eh bien, aucun lien n'a été discuté dans 4%, donc c'est des écoles chirurgie totalement autonomes avec la faculté, et aucun lien du tout du coup, dans 12% des cas. Concernant l'écosystème local, la question c'était de savoir comment s'intégrer l'école de chirurgie avec le département d'anatomie, la simulation. Alors, ce qu'on constate, c'est que 92,5% des écoles de chirurgie ont un lien avec les centres des dons du corps, et ça, on en est ravis parce que c'est assez important pour la formation des internes. 25 établissements sur 27. Euh, et parmi en fait, les écoles de chirurgie, plus de 60% sont intégrés au laboratoire d'anatomie, au département d'anatomie. Et concernant les centres de simulation, il y a une intégration de 78% d'entre elles au centre de simulation. Donc on voit que du coup, les écoles de chirurgie fonctionnent assez bien, en tout cas fréquemment, avec des centres des dons du corps, une utilisation des sujets anatomiques facilitée avec cette intégration au laboratoire d'anatomie, mais également au centre de simulation qui émerge de plus en plus. Parlons maintenant de ce qui est important également, très important, c'est l'argent. Comment, du coup, comment sont les budgets et puis quelles sont les sources de financement et quelles sont les charges de ces écoles de chirurgie? Alors, le budget annuel des écoles de chirurgie, on les a répartis en moins de 250 000 euros, 250 000 et 500 000, 500 000 et 1 million et plus d'1 million. Alors, finalement, on a... alors, je vais juste voilà, me remettre ici. On a l'école de chirurgie, alors, du fer à moulin, donc je ne l'ai pas mis ici, mais le fer à moulin, lui, a plus d'1 million d'euros. C'est une dotation à PHP. Ensuite, on a l'école de chirurgie de Nancy qui a un budget de 500 000 à 1 million. Et puis ensuite, de 250 000 à 500 000, eh bien, c'est l'école de chirurgie de Lyon-Est et de Toulouse. Tout le reste des écoles de chirurgie ont moins de 250 000 euros annuels pour leur fonctionnement. Alors, on voit qu'il y a du financement possible, public, CHU, université, collectivité territoriale, des partenariats industriels également, qui est possible, des projets de recherche avec les appels d'offres, et puis des mécénats et des dons, c'est ce qu'on va voir juste après. Donc, les sources de financement pour 30% des écoles. Donc 30% des écoles, la faculté de médecine est le pilier fondamental. Donc elles ont répondu 10 sur 10 sur l'importance de la faculté de médecine dans le soutien pour leur fonctionnement.
Et ça, du coup, c'est pour 30% des écoles, mais on voit que pour une majorité des écoles, eh bien, c'est un financement qui est important. Concernant la formation continue, la formation continue est une source de financement important pour environ 7% des écoles. On voit pour deux écoles, Nancy et Bordeaux, qui sont bien organisées pour faire de la formation continue, qui leur rapporte pour leur fonctionnement. Concernant les fonds publics, alors les fonds publics, effectivement, donc fonds publics, c'est deux écoles, Lille et Paris, qui ont du coup des fonds publics. Donc l'école du fer à Molin, c'est la dotation APHP. Et puis du partenariat industriel, alors elle n'apparaît pas, mais c'est Nancy, donc une école qui a une ressource du coup importante et seulement 25% des écoles qui ont une ressource via le partenariat industriel. Alors, quelques témoignages intéressants sur les sources de financement. Donc, trois écoles de chirurgie mentionnent des formations, des masterclass, donc des workshops, mais également du don et du mécénat pour les aider. En termes de financement institutionnel, il y a également la région qui intervient dans une école de chirurgie. Formation continue et partenariat, eh bien, du coup, pour une école, ça se fait grâce au centre de simulation avec du coup des locaux et matériels mis à disposition et une convention avec les centres des dons des corps. Et pour la recherche, eh bien, et puis également des appels à projets dans le cadre de projets recherche, ça c'est le cas pour deux écoles. Alors il y a des charges face à tout ça, des charges qui sont importantes comme vous allez le voir, donc les ressources humaines, les équipements et le matériel, on le verra, les infrastructures et puis également le développement du contenu. Alors concernant la ressource humaine, eh bien, de manière assez intéressante, on voit que seulement 6% des écoles estiment que les ETP, donc les ressources humaines, sont une source majeure et 25% une charge importante. Ça paraît, ça me paraissait quand même assez peu et en fait, il est probable que du coup, le lien avec la faculté de médecine fasse que finalement, ces personnes soient du coup employées de la faculté de médecine et du coup, leur charge perçue moindre. Concernant les matériels de simulation, c'est bien sûr la source majeure qui est vécue comme une charge, qui est une charge. On le verra après également, bien sûr, il y a l'achat de matériel, mais également la maintenance, donc les contrats de maintenance qui sont chers, qui parfois augmentent, et également la nécessité de changer de matériel. Les gros animaux. Donc les gros animaux, pour 13% des écoles, c'est une source, c'est une charge importante c'est une charge importante pour le budget. Pour 25% des écoles, c'est du coup une charge moyennement importante. Et concernant les locaux, finalement, ils sont vécus comme une charge peu importante, probablement du fait d'utilisation de la faculté de médecine avec du coup soit la sonde de simulation, soit le laboratoire d'anatomie. Alors, quelques réponses en plus, donc un petit verbatim où on voit du coup, voilà, deux réponses sur le secrétariat, mais le fonctionnement est payé par la faculté. Trois écoles qui insistent sur la maintenance des simulateurs et des dispositifs chirurgicaux, la nécessité d'avoir des simulateurs multidisciplinaires. Et puis, bah, du coup, la dispense de cours pour certains cours qui sont assurés par des prestataires. Alors, l'école de chirurgie, c'est pour qui, d'après cet inventaire? Eh bien, l'école de chirurgie, c'est surtout pour le troisième cycle. Un peu pour le premier cycle, vous voyez ici sur ce premier camembert, on voit entre 0 et 20%. 74% des écoles de chirurgie utilisent très peu l'école de chirurgie pour le premier cycle. Au second cycle, finalement, encore moins. Donc le premier cycle, c'est probablement du fait de la présence des TP d'anatomie. Au second cycle, il y a quand même une tendance à l'augmentation, hein, 10% l'utilisent dans 20 à 40% pour le second cycle, probablement du fait de la présence des écosses et de la formation aux gestes, du coup, de cet apprentissage. Et vous voyez ici que en fait, c'est le troisième cycle qui vient utiliser les écoles de chirurgie de manière importante. Quels sont les étudiants en formation initiale?
Eh bien, sans surprise, ça correspond en fait au nombre d'internes qui sortent chaque année, du coup, en DES de spécialité. Et donc, on a comme réponse, du coup, de manière assez consensuelle, les internes de chirurgie viscérale, d'orthopédie et de gynécologie obstétrique. Voilà. Et on peut voir que parmi ceux qui utilisent le moins, c'est les ophtalmos, les internes d'ophtalmologie et les internes de chirurgie orale. Est-ce qu'il y a d'autres formations qui sont faites à l'école de chirurgie? Oui, mais beaucoup moins. Un peu de formation continue, voilà, pas beaucoup, mais un petit peu. Un peu de formation industrielle, pas beaucoup, mais comme vous l'avez noté, ces formations industrielles sont souvent, rapportent souvent des finances. Et puis un petit peu également pour la recherche. Alors les écoles disposent de nombreux matériaux. Donc des matériels de chirurgie robotique pour certaines, d'autres, les robots sont prêtés, la microchirurgie, le gros animal, les blocs opératoires simulés virtuels. Alors, est-ce qu'il y a des activités pédagogiques et de recherche, en tout cas lesquelles? Eh bien, ce que l'on note, c'est qu'il y a des activités pédagogiques avec, du coup, 76% des écoles qui mettent en place, en fait, une évaluation systématique de leurs enseignants, donc avec des documents qui sont bien établis et une évaluation des évaluateurs. De la recherche en pédagogie, 47% déclarent être affiliés à une équipe de recherche spécialisée avec une tendance d'innovation en pédagogie et des collaborations internationales déclarées pour 60%. Alors, on vient de parler des certifications et accréditations. Sachez que les écoles de chirurgie, il n'y en a que très peu qui sont certifiées et accréditées. On peut noter Nancy avec la NASCE, qui est une accréditation qui est du coup qui est européenne. Et on peut noter certaines écoles, dont Rennes, qui du coup est en train du coup de passer cette accréditation HAS, mais qui n'est pas spécifique des écoles de chirurgie, mais spécifique des centres de simulation. Euh, alors, quelles sont les thématiques avancées pour la pédagogie? On peut se réjouir de thématiques extrêmement variées et extrêmement avant-gardistes, avec du coup de la simulation du coup robotique, formation des internes, développement de dry lab, des formations avec les infirmières du bloc opératoire, la formation de prélèvements multiples d'organes qui tourne dans toute la France dans les écoles de chirurgie, l'anatomie et l'innovation technologique avec l'impression 3D faite par beaucoup d'écoles, l'anatomie 3D, les logiciels de réalité augmentée, l'endoscopie et les techniques mini-invasives, des modèles animaux. Alors, il n'y en a pas dans toutes les écoles, mais il y a souvent effectivement des conventions pour pouvoir utiliser ces animaleries qui demandent, comme vous l'avez souligné tous tout à l'heure, bien sûr beaucoup d'éthique et de rigueur. Et puis de la recherche en innovation pédagogique assez intéressante, du coup, dans le domaine de l'interventionnel. Alors, quels sont les défis et quels sont les besoins? Eh bien, les défis, ils sont nombreux. Et finalement, un défi qui est assez net, c'est le défi de financement. Comme vous l'avez vu, les écoles de chirurgie sont très largement soutenues par les facultés de médecine, donc dépendantes des doyens et donc peu périn et surtout avec une ligne qui est finalement peu pas diffusée au niveau national. Donc il y a des défis financiers, de ressources humaines, euh, un équilibre des recettes et des dépenses précaires et également la nécessité d'augmenter les ressources humaines adaptées, de faire de l'attractivité et de l'engagement des internes. Et ça, je pense qu'il y a un travail à faire avec les doyens pour donner envie aux internes, mais également leur faire comprendre que ça peut faire partie de leur validation des DES, vu que c'est les doyens qui les font. La structuration et la reconnaissance institutionnelle, avec du coup un établissement pour toutes les écoles de chirurgie d'une valorisation administrative, c'est-à-dire un document qui dit que ça existe, avec, on le verra tout à l'heure, eh bien, un mode de fonctionnement clair. Et puis, développer et recruter des hospitaliers universitaires, mais également faire des liens avec le CHU pour les praticiens hospitaliers, pour venir encadrer ces sessions qui viennent augmenter la charge de travail
de médecins qui travaillent déjà beaucoup. Alors, ces défis constituent des axes importants pour le développement futur et surtout la pérennisation des écoles de chirurgie françaises qui, l'on voit, ne sont pas prêtes de disparaître du fait de la motivation de beaucoup. Je vous remercie de votre attention. Bravo Christelle, comme toujours. Je Merci. pense qu'il y a un certain nombre de questions. Merci Madame la Présidente. Alors, je suis chirurgien pédiatrique, Philippe Montupet, et je vous remercie beaucoup pour les détails de votre analyse sur tous les topics qui permettent de s'intéresser particulièrement à certains d'eux. En tout cas, il y a des questions que je me suis posées et qui concernent particulièrement le financement et donc le bon fonctionnement et les côtés disparates aussi entre les écoles de chirurgie. Je m'explique. En termes de financement, il y a un besoin de clarification. Quand on est contractuel comme interne dans un hôpital, on est en formation contractuelle. Quand on est praticien hospitalier junior, le statut change et l'obligation d'accès à la formation via la structure est une obligation légale, sauf qu'elle est très peu appliquée. Pour avoir été présent au conseil de l'Agence nationale de formation des hospitaliers, les budgets étaient régulièrement, et sont toujours bien sûr, excédentaires de plusieurs millions par an non dépensés, c'est-à-dire d'autorisations de formation non demandées ou non acceptées par l'administration locale. Donc, ça m'intéresse beaucoup que vous puissiez, non pas immédiatement, mais probablement dans le cadre de votre étude, voir si ces points ont été étudiés. En particulier, vous avez parlé du fer à moulin. Alors, il y a deux questions-remarques que je voudrais faire. La première, c'est que l'Assistance publique Hôpitaux de Paris est non seulement son propre assureur, mais également son propre financeur de la formation. C'est-à-dire ne rentre pas dans les budgets nationaux de la formation continue. Et c'est un point pérenne, mais qui donne une particularité à cette école et en particulier à celle du fer à moulin, qui, je ne sais pas si vous le savez, mais est en grand remaniement pour une modernisation, pour une restructuration. Et si vous avez des précisions, là, volontiers, je vous les demande. Et pour rester correct dans le temps, 250 000 euros par an pour une école de chirurgie avec le nombre d'équivalents temps plein que vous avez mentionné, je me demande ce qui reste comme budget réellement pour aller de l'avant. Excusez-moi, j'étais un petit peu long. Voici mes questions. Christelle, tu vas faire un court commentaire sur ce qui vient d'être dit, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, hein, Oui. où on garde tout ça en tête pour en parler plus tard, peut-être. Oui, non, je vais poser la question dans la mesure où le titre c'est chirurgie et médecine interventionnelle. Et dans la liste d'internes qui a été présentée, c'est essentiellement des internes en chirurgie. Est-ce qu'il y a des écoles de chirurgie qui correspondent, par exemple, à la gastroentérologie ou la cardiologie, qui ont servi pour des spécialités médicales, dans la mesure où, au niveau de l'Académie de chirurgie, on s'est toujours très impliqué là-dedans et on pense que de toute façon, c'est le même métier. Et en effet, ça doit être commun. Mais vous n'avez pas donné de data sur les spécialités médicales qui étaient amenées à travailler éventuellement avec les chirurgiens. Merci beaucoup. Alors c'est vrai que j'étais aussi surprise du coup qu'il n'y ait pas de spécialité interventionnelle qui était mentionnée dans les internes. Pour notre exemple à Rennes, il y a quelques internes de gastro-entérologie qui viennent s'entraîner à faire des endoscopies et des internes de cardiologie qui viennent s'entraîner sur l'angiomentor. Mais voilà. Mais c'est vrai que spontanément, personne
aucun des personnes interrogées et sur la question, c'était quels sont les étudiants. Donc, il y avait pas on n'avait pas dirigé la question vers chirurgie. On aurait peut-être, enfin, j'aurais peut-être dû le spécifier, mais du coup, j'ai pas du coup de cette réponse-là. Parce que je me demande si on n'a pas intérêt stratégiquement à faire quelque chose pour. Je me demande si on n'a pas intérêt stratégiquement à faire quelque chose en tant que chirurgien pour aller à la limite chercher nos collègues médecins et leur montrer. Et ma réponse est oui pour moi. Il Oui, faut, il faut le faire savoir. Voilà. non, mais ce qui se passe, c'est que dans ce groupe de travail, on a demandé à Pierre Hugroche, qui a été coordinateur des collèges, de faire l'inventaire des demandes des collèges. Et on s'est aperçu que quand on appelle ça école de chirurgie, le terme est inexact. Parce que, comme l'a montré Christelle, les 13 spécialités chirurgicales profitent des écoles, mais il y a également 9 spécialités médico-techniques. Alors là, on parle de Médecine gastroentérologue, interventionnelle. on parle d'anesthésie, on parle un certain nombre de spécialités qui font des gestes techniques, radiologue. Bon. Et puis, il y a 14 spécialités médicales qui, pour une raison ou une autre, sont demandeuses de formation délivrée par les écoles de chirurgie. Ce qui fait que le terme de école de chirurgie, on peut rajouter chirurgie et médecine interventionnelle, mais même là encore, c'est impropre. Et voilà. On pourrait dire Oui. pratique opératoire innovante, comme Pratiques tu l'avais opératoires. proposé, oui. Je crois que c'est indispensable. En effet, parce que Christelle a très bien insisté sur l'importance de l'ensemble des opérateurs, quels qu'ils soient d'origine chirurgicale ou bien médicale. Et ça, c'est fondamental d'intégrer les besoins des médecins interventionnels, de se former également. Et moi, ce qui me frappe, alors c'est peut-être mon ressenti, c'est que c'est une vraie catastrophe, en fait. Nous sommes dans un constat d'une hétérogénéité incroyable, une disparité de l'offre de formation qui est inadmissible. Que l'on soit à tel endroit où on a droit à une école qui mérite 250 000 euros, puis une autre qui, par des raisons, parce qu'elle s'est débrouillée, elle a un collègue influent, ils ont 2 millions d'euros, 3 millions, ils ont des industriels. Et c'est un peu choquant quand on voit qu'il n'y a pas d'école de chirurgie à Strasbourg. Tu as dit ça. Mais à Strasbourg, il y a l'IRCAD. Elle l'a dit, Christelle. Est-ce qu'elle se considère comme une école de chirurgie pour la formation initiale des chirurgiens? Mais pourquoi il n'en ferait pas? Et pourquoi ne pas permettre aux étudiants de la région d'Alsace d'accéder à des outils de formation ultra performants et en même temps montrer que de l'autre côté, la petite faculté dont nous parlait tout à l'heure Carole, c'est-à-dire la misère. Et c'est inadmissible. Alors, comment se fait-il qu'on puisse se contenter de dire constatons les choses et ça ne marche pas? Et en même temps, le recensement des besoins est énorme. Quand on voit, on entend, alors il y a l'offre, le recensement de l'offre, on le voit, grâce à ce rapport qui est quand même assez exhaustif, c'est intéressant, et bravo pour avoir fait ce travail. Et quand on entend les internes et les chefs de clinique se plaindre, quand malheureusement ils n'ont pas la société savante la plus performante, on pourra en citer plusieurs qui sont remarquables parce qu'elles se soucient et elles trouvent les moyens de faire travailler les collègues qui vont devenir des seniors. Donc il faut leur donner les moyens. La société de chirurgie thoracique et cardiovasculaire, l'urologie, l'orthopédie, bon, ils se débrouillent. Mais en même temps, ça reste aussi alors, suivant les régions, les internes, d'une part, ils sont pas pris en charge. Il faut qu'ils se débrouillent pour payer le temps de leur hôtel, leurs frais de restauration, etc. C'est pas pris en charge. Ils sont pas aidés. Et si la société savante ne fait pas l'effort parce qu'elle a des moyens, pourquoi elle a des moyens? Parce qu'elle fait des congrès et elle a l'aide des industriels. Sinon, elle n'aurait pas les moyens. Donc voilà, il me semble que la mise à plat de tous ces sujets rend évidemment et que nos collègues, la conférence des doyennes, très important, des doyennes et des doyens, je tiens beaucoup à ce qu'on parle des doyennes, que c'est avec eux qu'on doit prendre en main ce dossier
et ne pas du tout leur dire ça ne vous appartient pas. Au contraire, nous voulons travailler avec les conférences des canals pour sortir avec un plan rationnel où on puisse non seulement avoir l'aide des industriels, mais que ce soit autorisé. Il faut trouver les moyens que ce soit autorisé, qu'il n'y ait pas les conflits d'intérêts dont on nous rebat les oreilles tout le temps, et en même temps qu'on trouve les moyens d'avoir des aides publiques, par exemple, pour l'innovation en chirurgie. Tout le monde dit il faut l'innovation, la robotique, l'intelligence artificielle, etc. Mais en l'occurrence, c'est quand même plutôt en face, c'est plutôt la misère, et l'accès à l'innovation est très difficile. Donc moi, je suis militant pour que l'Académie reprenne ce flambeau à fond, qu'on fasse nous aussi un communiqué de presse pour dire c'est intolérable, c'est pas supportable. On a la main dans la main avec les médecins interventionnels et les chirurgiens le besoin d'une véritable prise en compte stratégique, une véritable stratégie nationale dans ce domaine. Donc là, c'est un commentaire d'Albert-Claude de Benamou. Et il y a Richard Villet qui me fait signe et qui veut ajouter un commentaire. Ensuite, on aura d'autres questions encore. Richard a une question brève et il y a d'autres questions. Féliciter Christelle pour cet exposé très intéressant et très didactique. Mais je pense, si vous voulez, que dans le titre, et je viens de l'entendre d'ailleurs déjà pour la chirurgie, médecine interventionnelle, intervention, et le mot école, c'est-à-dire que de mon expérience, c'est tout parfois sauf des écoles. C'est-à-dire le mot école, il est difficile sur le plan sémantique. C'est-à-dire que tu l'as bien montré à la fin, tu l'as pas fait au début et j'attendais ça avec impatience. C'est de dire que vont dans ces écoles des demandes extrêmement différentes, c'est-à-dire vont des étudiants, effectivement, et je pense qu'il faudrait qu'on, peut-être dans tout ce débat que vous faites, peut-être vous intéresser plus, et vous l'avez dit tout à l'heure, à la formation initiale et après à ce à quoi nous ont servi les écoles. J'en parlais en aparté avec Dominique, on a été, nous, pour parler du fer à moulin, faire des travaux parce qu'on en avait besoin pour notre pratique tous les jours, on a été faire des rats, etc. Mais c'est pas le terme de l'enseignement primaire. Donc, je crois qu'il faudrait, dans le cadre de cette intervention, resituer vraiment, qu'on s'intéresse, en tous les cas, notamment pour le plan universitaire, et je rejoins à ce moment-là Albert-Claude, les doyens et tout, c'est à la formation initiale des chirurgiens qui est complètement différent des besoins qu'on a après d'endroits chirurgicaux où on peut pratiquer des nouvelles techniques pour les apprendre et éventuellement faire de l'expérimentation et développer des nouvelles techniques. Donc, c'est vraiment deux choses différentes et là, on est peut-être un peu parti en mélangeant tout. C'était ça ma question, Christelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez vu qu'au départ, c'est très, très bizarre ce qu'on fait dans les écoles. On ne fait pas du tout la même chose dans toutes les écoles dont vous avez parlé. Mais tu as une idée, toi, Richard? Moi, j'ai une idée non, pas sémantique, mais j'ai une idée qu'il faut vraiment qu'on définisse dans notre cahier des charges l'enseignement initial de la chirurgie en France pour le 3e cycle des études de médecine. C'est la première chose. Après, qu'on trouve des moyens techniques et de savoir qu'on va faire un truc supplémentaire, etc. Après, là, on mélange sûrement plus disons, les financeurs. En plus, c'est complètement différent. Non, Micro. On est bien d'accord sur le fait qu'on s'intéresse pour l'instant à la formation des étudiants. Oui. Voilà. Qu'ils soient associés dans les mêmes structures, une formation continue, c'est quelque chose qui peut très bien être considéré, mais là, ce dont on parle, c'est former les jeunes. Voilà. Ce que je voulais... merci beaucoup. Si je peux me permettre, vous m'entendez? Très bien. Merci. Merci à vous. Merci Madame Matelin et Monsieur Villec, que j'ai l'impression de voir toutes les semaines. Mais du coup... C'est parce qu'on s'aime. Oui. J'avais quand même une question, mais je pense qu'elle a été répondue. Je voulais juste... Je me permettais juste de dire que je suis absolument d'accord avec vous et je pense que c'est l'idée de tout le groupe de travail d'accentuer, de différencier formation initiale et formation continue. Formation initiale indispensable et mise à rude épreuve, comme vous le savez tous, avec la loi anti-cadeau. La formation continue, les chirurgiens qui continuent à se former ont besoin de lieux de chirurgie, mais sont aussi plus aidés par l'industrie. Les écoles de chirurgie actuellement, l'impression que j'ai eue à la lecture de ces réponses, c'est qu'elles étaient managées et créées et essayées de durer grâce à des bonnes volontés, en fait, grâce à des médecins de bonne volonté qui finalement ne sont pas toujours accompagnés ou ça dépend en fonction des villes, des facultés, effectivement. Et donc, du coup, cette possibilité d'uniformiser avec une voie commune passant par l'Académie de chirurgie, comme on le dit tous, aidera vraiment à maintenir la formation initiale qui est indispensable pour les gens qui vont nous opérer. Voilà. C'est ce que je voulais raconter. Il y a encore 2-3 questions, Christelle, il faut que tu restes avec nous. Tout d'abord, je voudrais te remercier pour ce travail remarquable.
je ne savais pas qu'il y avait 27 écoles de chirurgie. Moi, j'en étais restée avec les 3 historiques et principales de Strasbourg, Montpellier et de Paris. Et effectivement, je crois qu'on s'est égaré après parce que je vois que certaines écoles, vous en avez parlé, font de la formation per spécialité qui n'a rien à voir avec la formation initiale. Mais pour en revenir, si on veut venir aux formations initiales, des chirurgiens, il me semble que l'école s'apprête à ça. Et j'ai vu dans votre carte, par exemple, qu'il y avait une concentration de ce qu'on appelle d'école chirurgicale à l'ouest. Je ne comprends pas pourquoi on en a besoin autant. Si une école est adossée par définition à une faculté de médecine et éventuellement à un CHU, pour le support technique, on va dire, il ne faudrait pas qu'il y en ait autant. Donc, il faudrait peut-être redéfinir. Effectivement, la définition de l'école, formation initiale, est très importante. La deuxième chose, c'est le financement. Le financement, une fois qu'on aura réduit le nombre, ou plutôt bien défini ce qu'on attend d'une école pour qu'elle soit qualifiante, qualifiée Calliope, etc., il y a des moyens européens qu'il faudrait absolument en faire partie. Il y a le Erasmus Plus qui s'adresse à ça. Il y a la formation Horizon Plus pour l'enseignement. Il y a l'Association européenne des universités. Donc, il y a plein de moyens parce que justement, c'était un trou qui existait en Europe et ça a été créé par la Commission européenne il y a à peu près déjà presque 10 ans. Pour preuve, et encore une fois, nos amis irlandais et britanniques en ont bien profité. Alors, qu'attendons-nous encore une fois? Ce n'est pas la première fois que je fais cette remarque, mais je pense qu'il est très important et je suis contente de savoir, parce que je pense que c'est l'Académie qui devrait diriger ça, avec la conférence des doyens, bien faire attention de peut-être réduire le nombre d'écoles et bien séparer et dire que c'est pour la formation initiale des chirurgiens et des opérateurs, bien sûr, mais à ce moment-là, le budget, il ne va pas être dépendant que de l'enseignement supérieur et de la recherche, parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, mais faire appel à ce fonds d'investissement européen qui existe. Donc, c'est comme ça que je le vois, parce que ça permettra de payer pour la logistique d'abord des enseignants. Et par contre, l'enseignement, peut-être pas le limiter que aux hospitalo-universitaires, ouvrir un peu, puisqu'on fait appel à des opérateurs, etc., faire peut-être une formation transversale et qui peut aboutir à ce moment-là vers de la recherche, vers pas mal d'autres fonds d'investissement. Mais en tous les cas, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup de cette présentation. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Oui, et on a aussi 2 questions à distance. Oui, bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thierry Béguet et je suis l'actuel directeur de l'école de chirurgie du Fer-à-Moulins. Alors, plusieurs points. Les 1 million d'euros qu'on évoque là, qui a été évoqué par Christelle, soyons clairs, il y a plus de 50% de ce budget qui représente le budget des salaires. C'est-à-dire que nous avons récupéré au sein de l'école différents acteurs qui sont temps plein et qui aboutissent à un montant budgétaire assez conséquent. Après, effectivement, je réponds à chacun. Pendant longtemps, l'école était un grand magma dans lequel on ne savait pas ce qui faisait la formation initiale, ce qui était la continue, ce qui était aussi. Donc, avec Marc-Olivier Timsit et depuis le projet donc, du nouveau campus, nous avons essayé de segmenter l'ensemble pour essayer de trouver ce qui revient effectivement, exclusivement à l'enseignement, on va dire, des étudiants internes en chirurgie dans l'ensemble des disciplines. Même cela, c'est compliqué. C'est compliqué, pourquoi? Parce que vous avez des formations qui sont des formations, on va dire, obligatoires, perçues comme telles, intégrées dans des maquettes obligatoires. Et puis, régulièrement, il y a eu des additions avec des formations complémentaires, souhaitées soit par les maquettes, soit par certains enseignants, en particulier sur Paris, on va dire que c'est assez fréquent. Et donc, on vient rajouter, on va dire, un peu de strates qui sont toujours de l'université, mais pour lesquelles l'université répond clairement qu'elle n'a pas été sollicitée. Et on se retrouve donc avec des budgets, on va dire, consommés qui ne sont pas couverts aujourd'hui par les montants universitaires. Et je pense qu'un des problèmes, et je rejoins ce qui a été évoqué, la discussion de l'adéquation du financement de la formation, on va dire, des étudiants en formation initiale par rapport à un budget issu des universités reste un point qui, pour l'instant, aujourd'hui, n'est pas à l'équilibre.
Donc, on se retrouve, malgré nos efforts, effectivement, à avoir des budgets déficitaires. Lorsque j'ai relayé, quand j'ai succédé à Pascal Frileux, nous avions un déficit de 1 500 000 euros au sein de l'école de chirurgie. Au bout de 2 ans, nous avions réussi à revenir à 750 000, mais derrière, il y a eu à nouveau des augmentations et on est à nouveau sur 1 million d'euros de déficit annuel, donc qui est financé, comme ça a été évoqué, par la séance publique. Je pense que la problématique spécifique de la formation initiale des internes et de la couverture intégrale de cette formation par les universités reste un sujet qui, à mon avis, nécessite une vraie réflexion profonde de l'ensemble des disciplines. Je pense que Marc-Olivier va vous en parler sur le projet campus. Ils sont là-dessus, on est là-dessus, mais c'est un travail de longue haleine. Oui, Christelle, Philippe Descamps, bonjour. Bravo pour ta communication, comme toujours, comme l'a dit notre présidente, excellente. Moi, je voulais parler de l'harmonisation, mais Albert Claude et Richard en ont parlé longuement. J'ai une courte question. Quid de l'articulation avec la simulation, qui est un de tes sujets chers également? Comment est-ce que tu vois l'articulation entre les deux? Bonjour, Monsieur Descamps. Merci pour vos mots. Alors, c'est vrai que l'articulation, je la vois finalement, en fait, elle est en train d'être faite. Elle se fait assez bien avec ces centres de simulation. C'est vrai qu'il y a 70% environ des écoles de chirurgie qui sont au sein de ces centres de simulation et qui travaillent avec eux. Et c'est vrai que pour bénéficier de locaux de haute qualité, d'infrastructures adaptées, de nouveaux simulateurs, il semble important de suivre en fait cette évolution-là, tout en étant en convention et proche des laboratoires d'anatomie pour les sujets anatomiques. Je pense que c'est ça que je vous répondrai aujourd'hui. Parfait. Je rappelle que Parfait. Christelle est PU d'anatomie et de Oui. gynécologie. Voilà, donc elle parle en connaissance de cause. Merci, Christelle. On la connaît bien par le CNU. Et tu as encore deux questions qui viennent de Jacques Hubert à nouveau, et ensuite ce sera Dr Tran. Jacques Hubert en premier. Oui, bonjour, merci. Bon, Christelle, excellent ce topo. Donc, on a du mal à trouver des questions à vous poser après cet exposé très complet. J'avais une petite question concernant la motivation des PU-PH, et vous évoquez le recrutement de PH pour participer à nos activités. Nous, notre difficulté, c'est qu'ils nous accordent un petit peu de temps pour l'école de chirurgie pour faire de l'encadrement. Comment est-ce que vous arriverez à les motiver? Et j'ai juste une toute petite remarque, parce qu'il y a Nguyen Tran qui parlera tout à l'heure, qui est le directeur de notre école de chirurgie de Nancy. On se compare beaucoup et on prend des idées en aéronautique. En aéronautique, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter le centre de formation Air France à Roissy. Ils ont dans un hall immense 4 simulateurs de Boeing 777. Chaque simulateur vaut 15 millions d'euros. Alors quand on voit ça, nous pauvres chirurgiens qui essayons de grappiller quelques dizaines ou centaines d'euros à droite et à gauche, on se demande d'où vient tout cet argent et pourquoi on ne serait pas traité de la même façon. Je suis d'accord avec vous. Je suis totalement d'accord avec vous. Je trouve, enfin voilà, enfin, je pense qu'on partage tous ce constat. Merci Juste beaucoup. une micro-intervention pour Albert Claude, pour notre ami Hubert. Est-ce que l'exemple, par exemple, de Rennes et sur les bootcamps pour la chirurgie thoracique entre internes, ils s'auto-tutorisent entre eux et ça marche très très bien. Et on n'a pas forcément besoin de. Et à Rouen, c'est à Rouen, pardon, c'est plus à Rouen qu'à. Et donc, ce travail-là, l'auto-entraînement, des méthodes pédagogiques un peu différentes, un peu stimulantes, comme les jeunes aiment bien, c'est peut-être par ce canal-là qu'on peut trouver un moyen de remotiver les jeunes pour participer à ces formations. Alors, moi, je dirais, si je peux me Si. permettre de répondre très rapidement, je dirais oui, mais il faut qu'on teste dans quelles conditions, parce que pour avoir fait l'exemple d'ouvrir le labo d'anatomie, l'école de chirurgie, avec les simulateurs accessibles, la clé, il faut les amener voilà, à marcher, à traverser la porte, à l'ouvrir et allumer le simulateur. Il y a vraiment, c'est assez surprenant. Je pense que dans la simulation et l'école de chirurgie, il y a aussi un effet de groupe, d'équipe, qui est quelqu'un à côté. Donc peut-être que ça dépend du type de formation pédagogique. Peut-être. Et nous avons encore une dernière question du docteur Tran.
Oui, merci de me laisser la parole. Merci beaucoup, Christelle, pour ta présentation très claire qui permet donc de nombreuses questions. Je me permets d'intervenir pour quelques petites précisions tout d'abord. Effectivement, on avait répondu, mais peut-être pas aussi clairement, à l'école de chirurgie de Nancy. Notre objectif initial était déjà l'ouverture de l'école de chirurgie pour tout ce qui est interventionnel et cardiologie interventionnelle. À ce titre, nous avons à l'école une vraie salle hybride des simulateurs angiomentors permettant de mettre en place des cursus de formation en cardiologie interventionnelle et également en radiologie interventionnelle. Nous avons également mis en place des simulateurs numériques et aussi des simulateurs organiques et des modèles animaux pour tout ce qui est gastro-entérologie, qui nous a permis donc de former ici donc des internes en gastro-entérologie, mais aussi des formations au niveau national sur cette matière. Alors, en parlant donc de collaboration, de mutualisation, vous avez raison de souligner le fait une profusion des écoles de chirurgie risque peut-être aussi de peser aussi dans une vision de développement et de financement potentiel et qui peut être un sujet de discussion important. Nancy, par exemple, on a ouvert notre école pour une mutualisation, une collaboration forte avec Besançon, Strasbourg, Ecovry Strasbourg, Reims, Dijon pour un certain nombre de formations par simulation. À Strasbourg, par exemple, les internes d'ophtalmologie viennent à Nancy parce que nous avons ici une salle avec des simulateurs d'ophtalmo, mais aussi une salle très bien équipée pour tout ce qui est microscopie pour leur permettre des formations de qualité. Voilà, donc ça c'est quelques précisions permettant donc de montrer que la possibilité de joindre une école de chirurgie avec la médecine interventionnelle, c'est tout à fait possible. Concernant par exemple, Jacques, on a posé la question, euh, la le nerf de la guerre, c'est l'argent, mais le nerf de la guerre, c'est aussi, pour avoir une école de qualité, il faut veiller, si vous voulez, à la stabilité de l'excellence de l'enseignement que l'on met en place. Il est bien entendu que la difficulté que nous avons tous, c'est d'avoir du personnel mouvant et reposant. Et Christine, tu l'as dit, sur la bonne volonté donc des formateurs. Et ça, c'est un risque que l'on a vécu. Hein. Il y a des années où ça marche très bien parce qu'on a des professionnels très motivés, et puis d'autres années un peu moins bien parce que pour des questions de charges professionnelles au CHU, on a un peu moins d'accompagnement. Ce que disait Jacques est très intéressant si on en creuse un peu, parce qu'à l'école, nous, on a testé la possibilité d'avoir plutôt, au lieu, à côté, c'est pas pour remplacer complètement, mais à côté des professionnels de l'hôpital, on a des ingénieurs pédagogiques ou des techniciens pédagogiques qui sont sur place, à qui on forme. Au départ, c'était des techniciens biologiques, hein, parce que nous, on a une école qui travaille également avec de modèles animaux, avec lesquels on a formé davantage sur tout ce qui est accompagnement pédagogique en collaboration avec l'aviation. Hein. On a également des professionnels de l'aviation, notamment de l'aviation militaire, qui vient nous enseigner tout la technique de simulation, d'accompagnement, le briefing, le debriefing, et puis le suivi qui permet, dans ce cadre-là, d'avoir donc des professionnels sur place, non médecins, mais qui a la capacité donc de suivre et d'accompagner nos apprenants. Voilà, donc c'est quelques données que j'aimerais partager juste avec vous. Merci beaucoup. Un petit mot juste, si vous permettez. Guyenne et donc le directeur de notre école, il a, il aurait eu, c'est lui vraiment l'homme qui a aidé à la développer.
On parlait d'ouverture à la médecine interventionnelle. Il a par exemple ouvert notre école aux vétérinaires, des formations de vétérinaires donc dans l'école, donc ce qui est aussi un apport financier qui est intéressant. Donc, merci beaucoup, hein, Christelle, encore une fois.